de faire le partage. S'il vous plaît, tout le monde, que tout le monde désactive son micro comme d'habitude. Vous arrivez à avoir le partage maintenant, c'est ça? Oui. Ok, donc on va aujourd'hui entamer avec les glucides, les deuxièmes macromolécules ou biomolécules d'importance dans notre corps. Bien sûr, tout est important, mais donc en fonction des rôles qu'ils jouent. Donc, ils sont classés après les protéines. Donc, les glucides sont appelés hydrates de carbone, carbohydrates en anglais, à cause de leur formule sous forme de CnH2ON. Hein, donc, c'est des chaînes de carbone hydratées. Donc, tel le glucose, par exemple, le C6H12O6, il obéit à à cette, à cette formule. Donc, c'est N, c'est 6. N, c'est le nombre de carbone. H2 fois N, donc c'est 6, H12, et ON, c'est O6. Donc, c'est 6, H12, O6. Le glucose est le plus connu de ces glucides, les glucides simples. Ce sont des molécules organiques caractérisées par la présence de chaînes carbonées qui portent des hydroxyles ou bien des polyols. On les appelle aussi improprement des polyols, parce que surtout des hydroxyles, parce qu'ils portent en plus de ça, les sucres simples, ils portent des fonctions aldehyde et cétone. Comme vous savez, dans l'ordre de priorité des groupements chimiques, l'aldéhyde est suivi par l'acétone, et par la suite on trouve les alcools. Donc c'est des hydroxyles, ils sont préfixes puisqu'ils sont des fonctions secondaires au niveau des sucres simples. Aussi, on peut trouver parfois des fonctions carboxyles ou amines hein, dans certains composés. Alors, la classification des glucides, ils sont donc, donc constitués doses hein, ou glucides simples ou monosaccharides. C'est les unités de base. Et on a les osides, hein, c'est-à-dire les glucides donc, complexes ou les polysaccharides. Hein, saccharide, c'est un terme qui veut dire glucide ou sucre. Alors, les oses sont ou bien des aldoses contenant une fonction aldéhyde au niveau du carbone 1, ainsi que leurs dérivés, tel le cas du glucose, ou bien des cétoses. Donc, ils ont une fonction cétonique au niveau du carbone 2, et leurs dérivés, comme le cas du fructose. Les osides, les polysaccharides, s'il vous plaît, désactivez vos micros. J'entends des voix, j'entends des respirations des gens. Désactivez le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin d'activer le micro maintenant. Les osides sont les polysaccharides, les sucres complexes. Ils sont divisés en holosides. Holo, en grec, ça veut dire même. Hétéro, ça veut dire différent. Donc, les holosides sont composés que par des sucres. Donc, tous les mêmes, des sucres, qu'ils soient des oligos ou des poly. Oligo, c'est peu, poly, beaucoup en latin. Donc, oligosides ou bien polyosides, si ça dépasse donc, un certain nombre d'unités. Ou bien, donc, ils sont des hétérosides, c'est-à-dire là où on trouve les glucides apparentés, ou le mot utilisé, c'est conjugués, les composés glucoconjugués, c'est-à-dire que se trouvant en même temps avec d'autres complexes, d'autres molécules autres que les glucides. Alors, c'est ça ce qu'on vient d'expliquer. Donc, les oses ou les sucres simples ou les monosaccharides, ça s'écrit monosaccharide et ça se prononce monosaccharide. OK? Donc, ils sont non hydrolysables sur ces unités de base et portent la plupart du temps entre 3 et 7 carbones. C'est des polyols, hein, surtout des polyhydroxyles, qui portent au moins deux fonctions alcool avec une fonction réductrice carbonylée. Donc, une fonction qui a une capacité réductrice
OK? Donc, qui peut donc s'oxyder en réduisant d'autres composés. On va voir ça, même en TP. Et donc, c'est une fonction carbonylée qui se trouve ou bien à l'intérieur de l'aldéhyde, C liaison O. Bien sûr, la fonction carbonyle, c'est C liaison O. On a vu ça. Donc, il se trouve ou bien dans l'aldéhyde, C liaison OH, dans le cas des aldoses, en premier carbone, ou bien dans l'acétone, au niveau du carbone 2, hein, C liaison O, au niveau des cétoses. Alors, c'est des unités de base qui vont composer les osides, hein, qui sont bien sûr des sucres hydrolysables, hein, dégradables pour donner les sucres simples. On a, comme on a dit, donc on a les holosides. Ils hydrolysent, lors de l'hydrolyse. Pardon, je vois ici qu'ils disent qu'il y a des personnes qui passent, qui sont en attente. En attente. Est-ce que vous êtes arrivé à, donc à rejoindre la réunion sans donc, sans avoir à attendre une invitation, c'est ça? Mademoiselle Oui, monsieur. Semsemani, vous avez rejoint la réunion sans attendre, sans besoin d'attendre ou avoir une invitation, c'est ça? Oui. Et parce que j'ai un message, donc je sais pas pourquoi ça s'écrit qu'il y a des gens qui sont en attente. Normalement, ils doivent rejoindre la réunion. Ok, je reprends aussi le partage d'écran. Donc, on a les holosites. Donc, lors de leur hydrolyse, ils ne libèrent que des oses. Ils sont constitués de molécules de sucre. On distingue les oligos, association 2 à 10 oses par liaison, sont associés par des liaisons osidiques. Hein, on a vu la liaison peptidique. Hein, donc, maintenant, on parle de liaison osidique entre les sucres simples. Ou bien un polyoside, c'est un polymère qui est formé à partir hein, au-delà de 10 unités de glucides simples jusqu'à plusieurs milliers. Hein, on distingue entre les oses qui sont homogènes, okay, comme l'amidon, la cellulose, le glycogène, et des oses mixtes, donc là où il y a donc plusieurs types d'oses. Les unités sont différentes. Il n'y a pas la même unité qui se répète, comme le glucose par exemple à l'intérieur de glycogène ou de l'amidon. Donc c'est la même unité qui se répète. Ou bien on a des hétérosides. Hein, leur hydrolyse, ils libèrent en plus des oses des composés non glucidiques, hein, c'est-à-dire ce sont des composés glucoconjugués, conjugués avec d'autres composants, autres que les glucides. Alors la nomenclature de base, les plus simples des oses à 3 carbones sont la glycéraldéhyde, le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone. Donc, le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone. Ici, bien sûr, une fonction aldéhyde. Ici, c'est une fonction cétone. Donc, c'est le plus simple des aldoses et le plus simple des cétoses. Selon le nombre de carbone de l'ose, donc, on numérote bien sûr à partir du carbone le plus oxydé qui se trouve dans la représentation de Fischer qui se trouve en haut. Et donc, à partir de cette numérotation, donc, tel composé qu'on a ici, il contient 7 carbones, hein, 7 atomes de carbone, c'est un neptose. Okay? Donc, le glycéraldéhyde et dihydroxyacétone, c'est des trioses, contient 3 carbones. Alors, pour donc, donner un nom générique, un nom commun, par convention. Donc, on va voir est-ce que c'est un aldose ou c'est un cétose. Donc, par exemple, le glycéraldéhyde, il contient 3 atomes de carbone et c'est un aldose. Donc, on parle de aldotriose. La dihydroxyacétone, c'est un aldo, contient la fonction cétonique. Donc, c'est un cétotriose. OK? Donc, glycéraldéhyde, aldotriose. Hein, dihydroxyacétone, cétotriose. Les deux sont des trioses, mais avec des fonctions différentes. OK? Avec
la fonction donc, qui diffère. On a les tétroses. Aussi, on trouve les aldotétroses et les cétotétroses, pentose, hexose, heptose, etc. Donc, l'exemple type, donc le glucose, hein, contenant le C6H12O6, il contient 6 atomes de carbone, c'est un hexose. Donc, le glucose, comme le fructose, ce sont deux hexoses, mais ils diffèrent de fonction. Ok. Hein, donc, le glucose, c'est un aldohexose, alors que le fructose, c'est un cétohexose. Donc, on a vu ça. Hein, donc, on a vu qu'il y a des isomères de fonction, même formule brute, mais qu'ils diffèrent de la fonction chimique et bien sûr des caractéristiques chimiques à partir de ceci. Prof, Alors, oui. prof, donc, pour les oses, pour les glucides, ils doivent obligatoirement avoir une fonction acétone ou aldéhyde dans leur chaîne. Oui, pour les aldoses et les cétoses. Pour les sucres simples. D'accord. Monsieur, Ok. Oui. pour le cétohexose, comment on sait où se trouve la fonction cétone dans la chaîne Donc, dans la chaîne, dans la dihydroxyacétone ou en général? dans la cétohexone, en général. En général, elle est toujours en position 2. OK. Elle est D'accord. toujours en position 2. Donc, pour le cas ici, le plus simple, donc, il n'a qu'une place où on peut la trouver. Mais en général, elle est en position 2, comme pour l'aldose. Pour les aldoses, l'aldéhyde, il est en position 1. Et du coup, les autres carbones, ils sont tous liés à des alcools. Oui, oui, des D'accord. hydroxydes. Ouais. Donc, on retourne pour donc, détailler les propriétés physico-chimiques et même biologiques des aldoses et cétoses. Donc, les aldoses. Donc, le plus simple, on l'a vu, donc c'est le glycéraldéhyde, hein, ou l'aldéhyde glycérique, c'est la même chose. C'est une molécule qui possède un carbone asymétrique. Donc, tout ça, on l'a vu dans les protéines, dans les protides, mais donc c'est des rappels. Donc le carbone asymétrique ici, donc hybridé sp3 lié par des liaisons simples à quatre substitutions différents, hein, comme on voit ici. Donc ça donne lieu à deux énantiomères possibles, hein, avec la nomenclature relative. Donc un de type de la série D, lorsque le OH est à droite. C'est le cas, donc, c'est les deux énantiomères qu'on voit ici. Et la représentation de Fischer, parce que la nomenclature DL, c'est par rapport à la représentation de Fischer. OK? Hein? Donc, pas donc la représentation de Cram comme on voit ici. Alors, donc, cette représentation de Fischer, hein, donc, montre le glycéraldéhyde, hein, de type de la série D. Hein, pourquoi? Parce que le OH le plus éloigné, donc qui est porté par le carbone asymétrique le plus éloigné, de toute façon ici on n'a qu'un seul carbone asymétrique, donc il est au niveau, se trouve à droite de ce carbone asymétrique. Hein, donc alors que la série L, le OH, il est à gauche de ce carbone. Les glucides naturels sont tous de la série D. Hein, c'est le contraire des acides aminés qui sont de la série L. Les glucides sont de la série D, ceux qu'on trouve à l'intérieur de notre corps. Les activités physico-chimiques des énantiomères sont tous les mêmes, à part le pouvoir rotatoire. On a vu ça. Le pouvoir rotatoire il est égal par la valeur absolue, mais donc il a donc des signes opposés pour les deux énantiomères. Là, on a noté en bas. Les glucides qui dévient la lumière à droite sont dextrogir, donc sont notés plus. On note des, parfois il y a la notation des minuscules, mais en général on utilise le signe plus. Et ceux qui la dévient vers la gauche sont des lévogyres, on note moins entre parenthèses. Ok, donc en utilisant ça, bien sûr, un polariseur qui va déterminer l'angle et le sens de déviation du plan d'une lumière, de la lumière polarisée. Donc on revient pour dire que les activités biologiques
sont en général, donc la plupart du temps, parfois on trouve qu'elles sont les mêmes, mais la plupart du temps, les activités sont différentes entre les deux ionosphères. Et donc, s'il faut utiliser un ionosphère pur, donc lors de l'administration d'une molécule intérieure du corps, qu'il soit sous forme d'additif, de médicaments, ok, ou d'une molécule qui manque, vitamines, etc. Pas de mélange racémique, bien sûr, mais il y a aussi le problème de non-complémentarité complète qui peut causer des toxicités, comme on a vu avec la thalidomide dans le cours des protides. Les aldoses remarquables qu'on connaît tous, donc le glucose, et deux de ces épimères qui sont le mannose et le galactose. Je rappelle que les épimères sont deux isomères, okay, qui normalement ne diffèrent que par la position, en fait des diastéréoisomères, qui ne diffèrent que par la position d'un OH au niveau de la chaîne principale dans l'écriture de Fischer. Okay? Un seul OH qui est, comme on voit ici de Fischer, si on a un composé qui a un OH d'un côté et l'autre de l'autre côté, donc ça veut dire que ce sont des épimères. Alors, le glucose, il a deux épimères qui sont le mannose et le galactose. Ce sont des isomères du glucose. Ils ont eux aussi la formule C6H12O6. À part ça, on a le glycéraldéhyde à 3 carbones qui est le plus petit aldose, l'érythrose à 4 carbones, le ribose à 5 carbones, l'arabinose, xylose, et j'en passe. Donc, pour les cétoses, on peut tous les faire dériver de la dihydroxyacétone qu'on a ici. Donc, c'est un précurseur qui peut donner, cette petite molécule qui peut donner d'autres cétoses. Il porte une fonction cétone, c'est la réponse à la question de votre collègue tout à l'heure, donc au niveau du deuxième carbone, comme tous les autres cétoses. Le carbone, bien sûr, avec ça, ils ont un carbone asymétrique de moins. OK? Parce qu'au niveau du carbone 2, on a une double liaison avec O. Donc, ce carbone-là ne porte pas 4 substitutions différentes. Ce n'est pas un carbone asymétrique. Et donc, c'est un carbone de moins par rapport aux aldoses qui ont un carbone asymétrique au niveau du carbone 2. Les autres propriétés sont semblables avec les aldoses, qu'on va voir par la suite. Les cétoses remarquables, la dihydroxyacétone, le plus petit cétose, le ribulose et le fructose. Le chiffre de file, c'est le fructose. Donc, on consomme dans notre alimentation. Il est très abondant au niveau des fruits. C'est de là qu'on a obtenu son nom, c'est un fructose fruit. Et on trouve aussi dans le miel à grande quantité, bien sûr en forme libre. Alors, les oses d'intérêt biologique, ils sont tous de la série D. À commencer par les trioses, donc on va revoir ce qu'on vient de voir pour bien détailler les rôles biologiques. Alors, les plus importants sont les dérivés phosphorylés du glycéraldéhyde et de la dihydroxyacétone, à savoir le glycéraldéhyde 3-phosphate et la dihydroxyacétone phosphate qu'on voit ici. Okay? Et ce sont des composés qui sont interconversibles. On peut avoir l'un à partir de l'autre. Et comme on voit, donc, ils sont phosphorylés au niveau de leur troisième phosphate. Au niveau du glycéraldéhyde, c'est noté 3 phosphates. Au niveau de la dihydroxyacétone, c'est noté, ok, donc c'est pas noté le 3. Et on peut savoir pourquoi, parce que le groupement cétone est là au niveau 2. Et donc, la dihydroxyacétone phosphate, il prend le phosphate à ce niveau-là ou là. Donc c'est à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça donc, que c'est toujours, donc, on le met à ce niveau-là. Et on n'en note pas là où le phosphate se fixe. Et donc,
vous arrivez à comprendre la chose. Donc, qu'il soit à ce niveau-là, fixé à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, donc c'est la même chose. C'est au niveau 1 ou 3. Hein, donc, c'est la même chose pour le phosphate, pour la molécule, c'est la même chose. Et donc, il participe bien sûr, je pense que vous avez, la majorité de vous a vu ça, donc, sinon tous, dans la glycolyse. Vous avez vu que parmi les, on va revoir ça bien sûr en métabolisme du glucose, dans le catabolisme oxydatif, hein, la glycolyse au niveau de la respiration cellulaire. Et donc, il y a une étape où le fructose 1,6 biphosphate, le diphosphate, il se scinde, il se divise en dihydroxyacétonphosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate. Il donne les deux. Ils sont interconversibles aussi. Okay? Mais c'est le glycéraldéhyde qui va continuer. Normalement, la dihydroxyacétone va se muter par une enzyme mutase et continuer. Le glycéraldéhyde 3-phosphate, il va continuer donc, le catabolisme jusqu'à avoir les deux molécules de pyruvate, d'acide pyruvique. Alors là, sont très importants donc, au niveau de la glycolyse. Les tétroses, donc le seul tétrose d'intérêt, c'est l'aldose D-érythrose. Donc l'érythrose, c'est un intermédiaire de la photosynthèse chez les végétaux, mais pour tous les êtres vivants, il participe à une voie de dégradation de glucose très importante qui est branchée sur la glycolyse. C'est une passerelle de la glycolyse, en fait. Donc, il est lié à la glycolyse qu'on appelle la voie des pentoses phosphates, ou cycle des pentoses phosphates, ou cycle des pentoses. Donc, tout ça, donc, on va le revoir dans le métabolisme des glucides. Alors, les pentoses, donc, il y a ceux que vous connaissez donc très bien, à savoir le déribose et son dérivé de réduction, le D2-désoxyribose ou déoxyribose, donc les anglo-saxons ils notent ça déoxy, c'est la même chose. Donc, par disparition de la fonction alcool au niveau du carbone C2, comme on voit ici dans les représentations de Fischer. Donc, au niveau du carbone 2, le déribose, il a un OH, le D2-désoxyribose. Donc, au niveau 2, il y a un désoxy, donc un oxygène qui est perdu. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, il n'est pas perdu, mais lors de la formation des molécules en question, il va participer à une liaison oxygénée. Et donc, on va le trouver, le désoxyribose, on va le trouver au niveau de l'ADN, alors que le déribose, on va le trouver au niveau de l'ARN. OK? On a le déribulose qu'on voit ici. Bien sûr, le déribose, qu'il soit déribose ou désoxyribose, sont des aldoses. Hein? Des aldoses à 5 carbones, donc c'est des pentoaldoses. OK? Donc, ou le contraire, donc c'est des aldopentoses. Des aldopentoses, alors que le déribulose, comme on voit ici, c'est un cétose. OK? Donc, c'est un cétopentose qui est, comme on a vu pour l'érythrose, hein, qu'on vient de voir, l'érythrose qui est un aldotétrose, hein, qui contient 4 carbones. C'est la même, à peu près, c'est les mêmes rôles. Il intervient comme ribulose 1,6 diphosphate, hein, dans les réactions de photosynthèse chez les végétaux et chez tous les êtres vivants, donc dans le cycle des pentoses ou la voie des pentoses phosphates. Les exoses, donc les plus importants sont bien sûr des isomères de la série D, donc le glucose avec ses épimères galactose et mannose, ainsi que le fructose qui représente les cétoses. Bien sûr, glucose, galactose et mannose sont des aldoses. Alors, le glucose, hein, c'est le D plus glucose, c'est la molécule carburant, bien sûr, du monde vivant, et la plus utilisée dans les études sur les sucres. Elle est abondante à l'état libre, hein, pas combiné. Bien sûr, on peut le trouver donc, dans l'amidon, dans le glycogène, mais c'est complexé. À l'état libre, elle est abondante dans le miel et les fruits, et il est hydrolysable dans beaucoup de liquides biologiques.
Hydrosoluble, pardon. Il est hydrosoluble dans beaucoup de liquides biologiques et ça constitue bien sûr la réserve énergétique, le carburant qu'on trouve dans l'amidon chez les végétaux, le glycogène chez l'animal. Aussi, on trouve la cellulose au niveau donc dans le règne végétal. Le D- fructose, donc c'est l'un des sucres les plus rares, c'est tonique les plus rares. Donc on le trouve dans le fruit et le miel. Aussi, il compose, on le trouve complexé au glucose, hein, une molécule de fructose plus une molécule de glucose, avec une liaison oxydique, ça forme un disaccharide. C'est le saccharose, c'est le sucre notable donc qu'on utilise. Square sanida, c'est le saccharose. Alors, les propriétés physico-chimiques des ouzes. Donc, on retrouve les propriétés qu'on a vues dans les protéines. Donc, les propriétés optiques des solutions contenant les ouzes sont la modification du pouvoir rotatoire. Donc, ils modifient le pouvoir rotatoire comme on a vu. Aussi, on ajoute une modification de l'indice de réfraction, hein, qui est caractéristique des ouzes. Donc, c'est-à-dire que si on a score sanida, si on a le saccharose, ou même les sucres simples, si on a le glucose, ok, et on a l'eau, donc donc je prépare une solution d'eau dans un tube et je mesure l'indice de réfraction de cette eau. Ok. Alors, vous savez l'indice de réfraction, donc, comment dire, la réfraction, c'est la réfraction de la lumière. C'est quoi en arabe? Donc, l'in'ikas, ok? Alors, cette réfraction-là, il a un indice sous forme d'un angle donné, hein, donc, avec lequel cette eau, il va réfracter la lumière. Alors, si j'ajoute hein, du glucose à une concentration donc, suffisante, on va assister à une augmentation de l'indice de réfraction, donc, qui est due bien sûr à la présence du glucose. Donc, c'est l'un des propriétés optiques. Il ne présente pas d'absorption que ce soit dans le visible ou l'ultraviolet. Donc, le seul spectre caractéristique, il est au niveau de l'infrarouge. Hein. À noter que pour les protéines, donc, ils ont le seul domaine d'absorption, c'est dans l'ultraviolet. Donc, il faut donc se souvenir de ça. Hein, donc, pour les protéines en général, donc, ils absorbent donc, au niveau donc, des longueurs d'onde se trouvant dans l'ultraviolet. Alors que pour les ouzes, ils absorbent au niveau de l'infrarouge, non pas dans le visible qu'on arrive à voir nous, ou dans l'ultraviolet. Donc il y a la richesse en groupement hydroxyle, bien sûr, leur donne des propriétés très polaires, capables de faire de multiples liaisons avec l'eau, donc ils sont très hydrosolubles dans l'eau, et aussi ils peuvent être solubles ils peuvent se lier pardon, à d'autres molécules telles les protéines, okay, donc former des liaisons avec l'eau donc pour être soluble et former des liaisons avec les protéines pour former des composés qui sont très importants au niveau biologique, tels les glycoprotéines, les protéoglycanes, donc qu'on va voir par la suite. Monsieur, votre micro est fermé. Prof, on n'entend rien. Ouais, vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui. C'est bon? Ok, donc les propriétés les autres propriétés physico-chimiques sont la thermodégradabilité,
Elles sont, donc, si on élève la température, donc ils sont thermodégradables. Donc, c'est le principe des réactions de caramélisation, hein, qu'on appelle les réactions de Maillard, utilisées dans l'industrie des sucrières alimentaires. Okay, donc, pour former les caramels, donc, les biscuits, etc. La croûte de pain aussi, donc, pour donner cet aspect du pain, ok. Donc c'est dû à l'ajout de sucre au-dessus des pains qui sont muhammar, comme on dit. Donc cette couleur, elle est due aux réactions de Maillard de caramélisation. Bien sûr, ceci va empêcher, donc va interdire la séparation, si on veut séparer les sucres par chromatographie en phase gazeuse, communément appelée CPG. Donc, on ne peut pas le faire parce que on aura dégradé les sucres donc qu'on veut séparer. Donc, la chromatographie, en gros, donc c'est ou l'électrophorèse, c'est vous allez revoir ça donc, en deuxième année donc en biochimie clinique. Donc, c'est des techniques de séparation donc des molécules selon leur affinité pour la chromatographie, affinité pour un solvant donné, ou pour l'électrophorèse, on les sépare dans un champ électrique selon leur charge. Ok, donc anode, cathode, et donc selon leur charge, ils se déplacent vers l'un des deux cathodes d'un champ électrique. En solution, là, va entamer un phénomène très important, c'est la mutarotation. Alors, en solution, comme on voit ici dans cette courbe, on a, au début, on a trouvé un phénomène qui est inexplicable. C'est que en solubilisant du glucose au niveau d'une solution, au niveau d'un tube par exemple, et en utilisant la manip de pouvoir rotatoire, d'évaluation du pouvoir rotatoire, donc on a noté lors comme on voit ici, donc selon le temps de dissociation, on a donc mesuré le pouvoir rotatoire, c'est noté ici donc alpha ou alpha 0. Alors, dans le temps, selon la dissociation du glucose à l'intérieur à l'intérieur de la solubilité du glucose à l'intérieur du liquide. Alors, ce qui était donc, ce qui devait être normal, c'est que à chaque fois, donc, ça se solubilise, donc, on va dire, se solubilise. Donc, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une solubilisation, on doit avoir un pouvoir rotatoire qui est stable. Ok. Donc, qui va varier donc d'une façon minime quand même. Mais on a trouvé qu'il y a une grande variation du pouvoir rotatoire. Alors, cette variation du pouvoir rotatoire, il a donné aux physiciens, aux biophysiciens plutôt, donc l'idée qu'il n'y a pas une seule forme du glucose au niveau du liquide. Okay. Au niveau solide, là, il y a une forme qu'on voit, le D plus glucose. C'est bon, c'est très bien qu'on peut schématiser par la représentation de Fischer avec ces 6 carbones. C'est bien, c'est très bien. Mais au niveau, donc, ce qui se passe réellement au niveau des liquides, bien sûr aussi au niveau des liquides biologiques, que ce soit intra ou extracellulaire, c'est qu'il n'y a pas donc une seule forme. Donc d'autres études, on ne va pas entrer dans les détails, d'autres études, ils ont montré qu'il y a deux formes, hein, et que ces deux formes, comme on voit ici en rouge et en bleu, donc ils ont deux courbes différentes de pouvoir rotatoire qui
en continuant la solubilité au niveau du liquide, hein, ils vont, pour un, le pouvoir rotatoire va diminuer, pour l'autre, ça va augmenter jusqu'à avoir un équilibre au niveau de à peu près 52,5 degrés. Et là, donc, on assiste, si on laisse donc le glucose solubiliser, donc si on laisse cette solution pendant un certain temps, donc ça va atteindre l'équilibre, et donc dans ce cas, on aura un pouvoir rotatoire se stabilisant autour de 52 degrés. Alors, ces deux formes sont notées maintenant, la forme alpha et la forme bêta. On a trouvé aussi que donc c'est la forme bêta qui est la plus dominante, avec un pourcentage de à peu près 2 sur 3, hein, alors que alpha, c'est à peu près 1 sur 3, lorsqu'on atteint cet équilibre-là. Ce sont deux épimères, c'est-à-dire qu'ils ne diffèrent que par la position de OH au niveau d'un des carbones. Et ce sont aussi deux anomères qu'on appelle aussi deux anomères de forme cyclique. Donc, la première des choses, c'est que qu'on a découvert, c'est que le glucose en solution, il n'est pas linéaire comme dans la représentation de Fischer. Donc, il est sous forme cyclique. Donc, il y a une cyclisation qui arrive. Bien sûr, toujours, la cyclisation, c'est pour, si vous voulez, donc, protéger la molécule. Hein, OK? Et donc, ceci, il est donc possible grâce à une réaction chimique qui est l'hémiacétalisation. Hein, donc, la formation d'un hémiacétal à ce niveau-là qu'on a donc montré en rouge. Et donc, finalement, permet une cyclisation, comme on voit, en hexagone, la plupart du temps, du glucose, comme on voit ici, donc un hexagone, hexa 6, donc 6 côtés, hein, donc sous-décis. Et donc, quand on obtient la forme alpha et bêta dans les proportions 2 sur 3, 1 sur 3, on atteint l'équilibre, ok, et la valeur du pouvoir rotatoire se stabilise. C'est ce qu'on appelle le phénomène de mutarotation. Alors, ce que je répète, donc la mutarotation de ce fait, c'est l'évolution du pouvoir rotatoire, ok, qui atteint pour chacune des formes, c'est-à-dire alpha et bêta. C'est-à-dire ce phénomène de mutarotation, c'est en fait cette évolution du pouvoir rotatoire. Ok, donc muta et rotation. Donc muter, c'est changer, et la rotation, c'est le pouvoir rotatoire. Donc ça va changer, ça va évoluer. Hein, donc vu qu'il y a deux formes, comme on a dit, donc la justification, c'est qu'il y a deux formes alpha et bêta, deux anomères, hein, donc qui ont au début donc deux pouvoirs différents, rotatoires différents, mais qui vont donc au fil du temps, ils vont donc arriver à un équilibre et autour de 52 degrés, 5 degrés, un pouvoir rotatoire qui est comme on voit ici, qui est intermédiaire entre les deux pouvoirs rotatoires initiaux. Monsieur, OK? Et donc, c'est ce qu'on appelle la mutarotation. Oui? Monsieur, s'il n'y a pas de forme alpha et bêta, il n'y a pas l'évolution du pouvoir rotatoire. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'il y a une seule forme, s'il y avait une seule forme, parce que s'il y a, maintenant, c'est une évidence maintenant. Mais s'il y avait qu'une seule donc forme, hein, on aurait normalement une courbe qui sera à peu près stable. OK? Pourquoi avoir un pouvoir rotatoire qui va varier, qui va changer, si on a une seule forme? Une seule forme, elle est caractérisée par un pouvoir rotatoire donné. Normalement. C'est ça. Oui. Alors pourquoi ça va changer au fil du temps, et il y a des changements qui sont des grands changements. C'est-à-dire, bien sûr, avec les conditions, bien sûr, d'expérience physico-chimique qui sont donc standards, qui ne changent pas. Et on voit que
hein, donc, que le pouvoir rotatoire il change. Donc, ce n'est pas possible que s'il y a deux formes qui sont différentes, ok, de structures différentes, caractérisées chacune par un pouvoir rotatoire qui est bien différent. Quand on voit ici, les pouvoirs rotatoires initiaux sont 12 et 19. Donc, c'est très différent. OK? Et donc, l'évolution des deux est aussi différente dans le temps. OK? Et donc, on a dans ce cas, bien sûr, l'évolution des pouvoirs rotatoires, c'est au fur et à mesure qu'il y a pour chaque forme, il y a comme on voit ici, donc il y a des cassures qui arrivent ici, il y a des changements de structure au fur et à mesure qu'il y a qu'il y a la solubilité dans le liquide. Et donc, il y a le passage de la forme alpha à bêta, de bêta à alpha, donc des passages mutuels. Et finalement, bien sûr, c'est la forme bêta qui est favorisée, les 2 tiers, et alpha, le 1 tiers à peu près, qu'on trouve dans l'équilibre. OK? Et donc, dans ce cas, on a la solution de glucose standard qui est obtenue à peu près par ces deux proportions. OK? Monsieur. Alors, qu'est-ce qui... Ouais. Monsieur. Comment on peut savoir quelle des formes est du glucose est alpha et l'autre est bêta? Bien, ça, c'est donc c'est d'autres recherches. OK? C'est de la biophysique. OK? C'est de la biophysique. On peut même donc extraire la forme alpha de bêta par des méthodes biophysiques. OK? Donc, nous, ce qui nous importe ici, c'est de connaître les deux formes et connaître la différence qu'il y a entre les deux formes. OK? Monsieur. Oui. J'ai pas bien saisi la relation existant entre la solubilité et le pouvoir rotatoire. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on a une molécule dans une solution, elle se change? C'est-à-dire, de alpha, par exemple, glucose à bêta-glucose? Oui, oui. Puisqu'on a deux formes, donc le pouvoir rotatoire, il change parce que on a un passage d'une forme à une autre. OK? Donc, jusqu'à atteindre l'équilibre. Parce que cette forme intermédiaire-là, on la trouve à chaque fois. Donc, la solubilité, elle est en train de se faire. La cyclisation, en fait, il se fait. Et donc, cette cyclisation, il va donc aller vers ce côté ou vers l'autre côté, selon donc, le milieu réactionnel. Donc, le temps qu'on arrive à un équilibre. Donc, Monsieur, l'équilibre, l'équilibre, c'est 52,5, c'est ça? c'est 52,5 comme caractéristique du pouvoir rotatoire, de la solution. Hein? Qu'on obtient. Mais au niveau donc, chimique, hein, on trouve que cet équilibre il est atteint pour les 1 tiers, 2 proportions 2 tiers. sur 3 bêta et 1 sur 3 alpha. D'accord, OK? merci. Bien sûr, on n'a pas entré, mais je vous en prie, on n'est pas entré dans les détails. Je l'ai dit, donc pour rester le plus simple, parce que donc, pour les détails, c'est un autre cours. Donc, pour parler du pouvoir rotatoire et comment on peut doser même ce pourcentage qu'on a donné de 2 sur 3, 1 sur 3. C'est des méthodes donc, biophysiques polarimétriques, c'est ce qu'on appelle les méthodes polarimétriques, donc qui peuvent donner une idée et donc estimer combien on a de alpha, combien on a de bêta. Donc l'important pour nous, c'est comprendre la métarotation, c'est quoi? Donc c'est une évolution du pouvoir rotatoire, donc due à la présence de deux formes, alpha et bêta, qui sont des épimères anomères de forme cyclique. Hein, c'est que c'est cyclique, ceci. Il n'y a pas de forme linéaire donc au niveau du liquide. OK? Hein, la forme qu'on voit aussi donc intermédiaire, elle est, si vous voulez, c'est une forme de passage qui est très vite. Hein, donc là où on a la cyclisation qui s'ouvre, c'est très vite et on passe à l'autre forme cyclique. OK? Donc, on n'a pas une forme linéaire qui va persister à l'intérieur du liquide. Et donc, cette évolution jusqu'à avoir donc, un pouvoir rotatoire d'équilibre, à peu près 52,5 degrés, c'est ce qu'on appelle le phénomène de métarotation. Donc, c'est un phénomène physique qui finalement nous a donné des informations
c'est de la biophysique qui est au service de la chimie et de la biochimie, nous a donné une idée sur la composition, sur le comportement du glucose au niveau des liquides. OK? Et donc, pourquoi maintenant la forme alpha et bêta? Comment on va les différencier? Donc, on va voir la cyclisation tout de suite. Donc, mais ici, c'est la conséquence de la cyclisation. C'est que au niveau du carbone, noté ici en rouge, okay, le carbone qui porte le H et le OH, dont la forme alpha et la forme à droite bêta, c'est toujours représenté à droite. Okay, il est tout proche, il est lié à un oxygène qui est à l'intérieur du cycle de l'hexagone. Et donc ce carbone-là, il est appelé carbone anomérique parce qu'il donne lieu à deux anomères. Comment il donne lieu à deux anomères? C'est que en traçant une ligne virtuelle, passant horizontale, passant donc à l'intérieur de l'hexagone, si ce carbone il est lié à, donc c'est la position de OH qui va définir est-ce que c'est un nanomère alpha ou bêta. Donc si le carbone est lié avec un OH se trouvant au-dessous de cette ligne virtuelle, c'est l'anomère alpha. Ok, c'est à peu près un antagoniste alpha bêta, donc c'est alpha qui est au-dessous et bêta qui est au-dessus. Alors si à droite, le OH, le carbone, il est lié au groupement hydroxyle OH qui se trouve au haut de cette ligne, donc c'est l'anomère bêta. Ok, donc les deux, comme on a dit, donc c'est des isomères, c'est des diastéréoisomères. Ok, donc ne diffèrent que par, comme on voit ici, la position d'un seul OH. Donc c'est deux épimères, comme on a défini les épimères. Mais puisque ce sont des épimères qui sont cycliques, on a ajouté le terme anomère. Donc c'est des épimères et des anomères. Donc ce qui change entre anomère et épimère, c'est que les anomères sont des formes cycliques. Alors que pour le glucose, on a dit qu'il y a deux de ces épimères, à savoir donc le mannose et le galactose. Donc c'est des épimères, mais non pas des anomères parce que donc on les a vus donc au niveau cyclique. Alors que les anomères, donc on les a vus au niveau linéaire, ils ne sont pas cycliques. Alors que ici le alpha et le bêta glucose, c'est la même molécule, ok? C'est des anomères, c'est des épimères et aussi des anomères parce qu'ils sont cycliques. Parce que c'est la cyclisation qui a donné cette différence au niveau de OH. Mais sinon, c'est du glucose. Ok? S'il n'y avait pas de cyclisation, on n'aurait pas des anomères, deux anomères, parce que on n'aura pas cette différence de OH, ce plan, et c'est au-dessus, au-dessous, on n'aura pas ça. C'est bon jusqu'à maintenant? Ça va? Monsieur, Oui. monsieur, quand on dit que l'anomère alpha il est au-dessous du plan, dans les deux cas, on doit toujours avoir au-dessous du plan. Je parle de ce OH qui est noté ici, Non, qui est lié au carbone A. Oui? non, est-ce que Oui. le cycle, est-ce qu'il doit être ضروري au-dessous du plan ولا يقدر يكون au-dessus du plan? La daruri, pour dire que c'est l'anomère alpha. C'est ça la définition, par définition. OK? Par définition, on a les deux formes qui ne diffèrent que par la position de ce OH lié au carbone anomérique. Le carbone anomérique, où est-ce qu'il se trouve à droite? Celui-là. Non, monsieur, je parle du O qui est lié à C, qui est lié à OH et H. Ce O-là, non, ça c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ah, parce que si on a dit que au-dessous du plan, ça va changer. Non, non. Là, je parle que on prend comme on a ici, on prend les deux molécules représentant le glucose. Tous les deux, ils sont comme on les voit maintenant. OK? Yani, le O, tout ça, la même chose. OK? On les prend tous les deux la même configuration. Et ce qui change, c'est le OH au niveau du carbone anomérique. OK?
Alors que si on renverse le glucose, si je le renverse, le haut il est donc, vers le bas, donc ça ne va pas changer. On aura toujours le alpha ou le bêta. Ça ne va pas changer. OK. D'accord. Donc, la seule différence, hein, on doit avoir les deux molécules qui sont disposées de la même façon. Et ce qui change, c'est le carbone anomérique. C'est le OH, pardon, qui est lié au carbone anomérique. C'est qui va changer, celui-là. Parce que le carbone anomérique, on l'a appelé comme ça, parce que c'est à ce niveau de ce carbone que la réaction d'hémiacétalisation s'est faite. Okay? Là où on a eu la cyclisation. Donc la cyclisation, normalement du glucose qui se fait, comme on va voir tout de suite, donc, en formant un pont 1,5 entre les carbones 1 et 5, donc pour cycliser, hein, ça. Et donc, ça donne lieu à un carbone, hein, qui à son niveau, où il y a une différence entre les deux molécules de glucose donc, dans l'état cyclique, et donc c'est deux anomères selon la position de ce OH. C'est donc, on ne prend pas en considération si le O il est au-dessus ou au-dessous du plan. On va juste le C1. Le OH qui est lié au carbone asymétrique. OK? بروف C'est la seule différence. Oui? بروف يمكن نقلبوا لا موليكول ديك الساعه ديك او اش غيتبدل Oui, زعما c'est ce que je veux dire. سي اش دو او اش الا هبطناه لتحت ديك الساعه الا كان او اش الفوق عاد ديك الساعه هذا غيبقى الفا à gauche et l'autre à droite. هذا غيبقى الفا والاخر غيبقى بيتا. Parce que إلا قلبناهم, quand on parle de au-dessus, au-dessous, c'est vrai que vous avez raison, il y a une petite nuance, c'est qu'on parle dans le 3D ici. Donc, un plomb, un OH, est-ce qu'il est, donc, est-ce qu'il est, si vous voulez, est-ce qu'il est, donc, parce que ici c'est une représentation, donc, ce n'est pas comme la représentation de Cram qui nous indique un peu la position, la disposition dans l'espace donc des atomes et des molécules. Alors, vous avez raison, c'est que le fait que, toujours on a ce OH, hein, donc pour le alpha-glucose maintenant, le OH, il vient vers moi. Ce que vous saisissez. Il vient, donc c'est dans l'espace, c'est la liaison avec OH, le OH, il vient vers moi, et le H, l'autre H, il est lié au carbone anomérique, il s'éloigne. Le contraire qui arrive au niveau du glucose bêta, du bêta-glucose. On a le OH qui s'éloigne et le H qui vient vers moi. Donc, c'est dans l'espace, en fait. Quand je dis au-dessus ou au-dessous. C'est bon? Donc, Monsieur, dans ce cas, même monsieur, si je renverse la molécule, j'aurai toujours un OH qui vient vers moi, ok, ou bien donc au-dessus ou au-dessous, selon donc les cas. Donc, c'est dans l'espace. Oui? monsieur, c'est-à-dire cette ligne rouge, c'est un plan. Oui, c'est Donc, un plan. Exactement, c'est un plan. C'est un plan virtuel. Donc, là où donc, il fait apparaître la différence de position de OH, qu'il soit en dessous, c'est le alpha, en dessus, c'est le bêta. C'est la seule différence. Alors, Qu'est-ce qu'on veut dire par épimère? je redis que c'est épimère, que c'est deux isomères, c'est-à-dire même formule brute, ok, même fonction, mais ce qui va changer dans ce cas, c'est des diastéréoisomères, ce qui va changer, c'est la disposition à ce niveau-là, c'est la disposition de OH au niveau d'un des carbones du composé. Donc, quand il y a deux composés qui sont différents que par un seul carbone, le OH, pour un composé, on trouve à droite, pour l'autre, on trouve à gauche. Hein? Donc, là, on parle d'épimère. D'accord. Alors, les propriétés physico-chimiques encore, on trouve, comme on a dit, la cyclisation, elle est due à l'hémiacétalisation. On ne va pas rentrer dans beaucoup de détails concernant la réaction. Ce qui nous importe ici, c'est le résultat. C'est que la cyclisation, c'est l'apparition d'un cycle formé par l'élimination d'une molécule d'eau entre la fonction
pour les aldéhydes, donc la fonction aldéhydique et l'hydroxyde porté par le carbone 5. Comme on voit ici, donc, par exemple, pour le glucose, on a la cyclisation qu'on a, donc la forme qu'on voit ici. Hein. Donc, c'est une forme due à la formation d'un pont oxydique entre le carbone 1 et le carbone 5. C'est comme si je viens et je tire ce bout-là, le carbone 1 et l'autre bout, et je les fais donc lier. Okay? Je les rapproche et je les soude. Donc, quand je tombe la crayon, donc ça va me former un cycle. Donc, ce pont-là, que j'ai noté en rouge, c'est un pont oxydique 1,5 qui va nous donner un cycle hexagonal. Donc, c'est un hexagone, 6 côtés, comportant 5 atomes de carbone et 1 d'oxygène. Donc, on a ici le carbone anomérique, là où on a eu la soudure. Donc, c'est le carbone qui définit est-ce que c'est alpha ou bêta. Alpha, bien sûr, si le OH se trouve en dessous, et bêta, si le OH se trouve en dessus. Les autres carbones, carbone 2, 3, 4, 5, et 6, le 6 c'est le CH2OH. Mais à l'intérieur du cycle, on a 5 atomes, on a les 5 atomes de carbone et un atome d'oxygène. Le 6e carbone, il sort du cycle vers le haut, comme on voit ici. Alors, cet hexagone, qui est dû à un pont oxydique 1,5, ça s'appelle un noyau pyranose. Noyau pyranose. Qu'est-ce que veut dire noyau pyranose? C'est un cycle composé, déjà, c'est un cycle qui est dû à un pont oxydique 1,5, ok? Et qui va générer un cycle de 6 carbones, 5 de carbone, un cycle de 6 atomes, 5 entre elles sont des atomes de carbone et le 6e un atome d'oxygène. Ok, c'est le noyau pyranose. Bien sûr, pour le glucose, c'est le noyau, c'est la forme cyclique la plus majoritaire du glucose. On peut trouver encore que des ponts oxydiques se forment entre 1 et 1 et le 4e carbone au lieu du 5e. Et avoir un cycle de cette façon-là, donc un cycle appelé furanose. Mais donc pour le glucose, la forme majoritaire, c'est le noyau pyranose. Ok, donc un noyau hexagonal. Hein, donc c'est pour ça que le glucose, la plupart du temps, il est représenté par ce type de cyclisation. Alors, pour maintenant donner une nomenclature conventionnelle, on va donner le nom, le symbole de l'anomère. Dans ce cas, par exemple, ce qu'on a ici, le OH, il est au-dessous du plomb. Donc, c'est le type alpha. Okay, c'est l'anomère alpha. Donc, on va noter alpha, D, hein, puisque c'est un déglucose. Donc, le alpha D-gluco. Et je donne donc le nom du cycle, c'est un pyranose. Et donc, c'est le alpha D-glucopyranose. C'est ça le nom scientifique du D-glucose qu'on connaît, qui est le plus majoritaire au niveau de notre corps. Effectivement, c'est cette molécule-là. Alors que pour les cétoses, c'est à peu près le contraire. Les cétoses, ils peuvent aussi former un cycle pyranose, mais la plupart du temps, ce qui est majoritaire encore, c'est la forme furanose. C'est quoi la forme furanose? C'est là lorsque on a donc un pont qui est au niveau de 2,5. Ok, donc on n'obtient pas, comme on voit ici, donc on n'obtient pas un cycle à 6 carbones, mais à 6 atomes. Pardon, un hexagone ou exocycle. Donc, on a un pentacycle, 5 carbones seulement, où on a 4 atomes de carbone. On a le carbone anomérique, là où il y a la soudure, hein, au niveau du pont, 2, 5. Donc, le carbone anomérique numéro 1, 2, 3, 4, hein, et un autre atome
le 5e atome, c'est celui de l'oxygène. Donc, c'est un cycle à 5 atomes seulement, 4 du carbone et 1 oxygène. Donc, bien sûr, ici, on a le CH2OH, donc les deux molécules portant l'hydroxyle, ils sortent du cycle. Ici, on a une seule molécule CH2OH qui sort. Ici, les deux molécules sortent du cycle. Et donc c'est un pentacycle. Aussi, donc, si on a alpha ou bêta, donc si la plupart du temps, on trouve un anomère de type bêta pour le fructose, et donc le OH il est au-dessus, c'est le bêta fructose, c'est un défructose, donc le bêta défructose, mais c'est un cycle pentacycle qui est un cycle furanose, un noyau furanose. C'est quoi le noyau furanose? Je répète, il est dû déjà à un pont de type 2,5, oxydique de type 2,5, et on obtient finalement un pentacycle avec 4 atomes de carbone et un 5e atome d'oxygène. Donc, c'est le furanose, et donc la nomenclature exacte, c'est du fructose, du défructose, c'est le qu'on trouve dans notre corps majoritairement, c'est le bêta-D fructofuranose. بروف خصنا نكونوا حنا عارفين كيفاش نفرقوا بين الفركتوز جلوكوز et tout. Ici, écoutez, ici, donc on explore donc les structures et leur nomenclature, ok, et donc leur implication donc au niveau de notre corps. Mais pour moi, les structures, donc ça m'intéresse pas que au moins pour votre formation, donc ça m'intéresse pas que vous apprenez par cœur les structures, ok. De toute façon, on va voir les TD pour se focaliser sur les choses donc sur lesquelles on en a donc, le plus besoin. Mais bien sûr, ici, on essaie de voir la cyclisation et ce que ça va donner. Mais de toute façon, ok, moi, je dis, la toute première séance, c'est pas important pour moi de connaître les structures, ok, que ce soit les structures linéaires ou cycliques. Juste que on voit comment une idée sur la structure qui va nous aider, certaines informations vont nous aider pour l'enzymologie et la biochimie métabolique. C'est pour nous la chose la plus importante. Ok. Donc ce n'est pas important ce n'est pas un objectif d'avoir des structures en tête. Donc on a d'autres propriétés, par exemple la forme chaise et bateau. On a vu ça. On a vu que c'est dû à l'encombrement stérique des atomes et les contraintes liées aux liaisons et aux angles de liaison. Donc, comme on voit ici, par exemple, je reviens à dire que ces formes-là, les deux formes qu'on parle, la pyranose et furanose, elles-mêmes, même cette forme-là, c'est pas ce qu'on trouve à l'intérieur de notre corps. Ok. Donc, c'est cette forme, mais avec les liaisons qu'il y a et l'encombrement stérique, donc au niveau des structures biologiques, on va trouver que donc il y a une certaine torsion. On en a parlé quand on a parlé des rotamères, les systèmes cycliques, ils sont dus aux rotamères ou des conformères, c'est-à-dire qu'il y a avec les différents l'encombrement, les différentes liaisons, les angles, donc ça va faire comme donc une torsion. Donc cette torsion-là va transformer les formes qu'on voit ici, la forme de glucose par exemple qu'on voit ici, en une forme sous forme de ce cycle-là, il va prendre cette forme de chaise, comme une chaise, qui est la plus stable, et une autre forme, donc si on a une torsion de cette partie-là, de cet angle, on a une forme bateau. Okay? Bien sûr, on a beaucoup d'autres formes dues aux torsions, aux angles de torsion qu'on va appliquer. Donc, mais bien sûr, ces deux-là sont des formes extrêmes. Ils sont les plus stables de toutes les formes. Et bien sûr, la forme chaise, elle est encore la plus stable. Et c'est avec cette forme-là qu'on trouve du glucose exactement
Hein. Maintenant, on a vu aussi la stéréochimie de la molécule, pas seulement sa formule, sa formule générale, mais sa stéréochimie définitive, c'est avec une proportion majoritaire, hein, le glucose, on le trouve, le alpha-D-glucopyranose, il est sous cette forme chaise. Ok, exactement cette forme qu'on trouve à l'intérieur de notre corps. Alors, pour la solubilité, donc, ils sont des molécules très polarisables. Ils ont beaucoup de groupements hydroxyles. Hein, donc, c'est des pôles. Hein, des pôles entre un dipôle, c'est quoi? C'est des molécules qui, avec une liaison simple, sigma, ils peuvent, ou parfois même double ou triple, mais ils ont une certaine polarité. Donc, une liaison polarisée parce qu'il contient un atome qui est très électronégatif par rapport à l'autre atome. Donc, le double liaison, il est attiré vers l'élément le plus électronégatif. Et donc, c'est un dipôle. Et de ça, on peut avoir divers types de liaisons. OK? On peut avoir beaucoup de liaisons. Et donc, tout le composé, c'est un composé qui est polaire. Et bien sûr, le premier type d'interaction qu'on a, c'est liaison avec l'eau, un autre dipôle entre hydrogène et oxygène. Et donc, ces interactions rendent ces composés très solubles dans l'eau, en plus de pouvoir de faire des interactions entre des protéines et d'autres composés. Il y a la réaction d'estérification. Donc, un alcool plus un acide, hein, donc ça donne un ester plus de l'eau. La fonction alcool primaire des glucides, elle est facilement estérifiée. Donc, l'estérification, c'est une réaction tout simplement de substitution. Okay. Donc, au niveau de l'alcool primaire, c'est-à-dire au niveau de l'alcool porté par un carbone, qui lui aussi lié à un seul carbone. C'est ce qu'on appelle un carbone primaire. Donc, le carbone primaire, c'est un carbone lié à un seul carbone. Et donc, dans ce cas, on a la fonction alcool primaire peut être estérifiée. Donc, donc le H, il est enlevé. Il est généralement, il est substitué par l'acide phosphorique. Donc, c'est ce qu'on a dans cette réaction. Donc, alcool plus acide phosphorique dans ce cas, ça donne un ester. Donc, c'est ça l'estérification. Donc, les esters sont on va les revoir, donc ils sont très importants au niveau du métabolisme. Vous les avez vus certainement dans la glycolyse. Donc, c'est le cas du glucose 6-phosphate. Fructose 1,6, 1-phosphate ou 6-phosphate ou 1,6 biphosphate, etc. Donc, tout ça, tous ces donc les sucres qu'on a au niveau du métabolisme, donc on les trouve sous forme phosphorylée par cette réaction d'estérification. Par exemple, le glucose, à chaque fois qu'il entre dans la cellule, la première des choses, c'est de le phosphoryler. Hein, le glucose devient glucose 6-phosphate pour empêcher sa sortie de la cellule. Hein, parce que en fait, le glucose, il peut se faufiler et sortir donc à partir de la membrane plasmique, mais bien sûr le fait qu'il soit phosphorylé, donc le phosphate va bloquer cette sortie à partir de la membrane plasmique. C'est pour ça donc on a tous les composés qui sont importants, ils doivent être phosphorylés. On a des actions qu'on va voir au cours des TP. Donc, sous l'action de l'acide concentré et à chaud, on va voir l'action au niveau des TP, donc l'action de HCl concentré. Donc, les aldoses et les cétoses, on va voir le glucose et le fructose, ils vont donner naissance aux furfurailles ou bien des dérivés furfurales. Donc, c'est ça. Donc, il suffit de voir, avoir une idée sur ce que ça veut dire furfural. On ne va pas apprendre ça. Donc, c'est des dérivés qui ont des colorations qui sont caractéristiques et même quantitatives. Donc, on peut quantifier cette coloration et par ce fait, on peut
donc mesurer donc la concentration de l'aldose ou du cétose à l'intérieur d'une solution. Ok, donc c'est le principe de la réaction de Selivanov qu'on va voir au niveau du TTP. L'oxydation des oses, donc une oxydation, il y a beaucoup de types d'oxydation en fait, il y a les oxydations fortes et il y a l'oxydation ménagère ou modérée. Donc c'est l'oxydation ménagère qu'on va étudier ici, ou autrement dit le caractère réducteur des sucres. Ok, le caractère réducteur, donc avoir un caractère réducteur, c'est-à-dire pouvoir donc en s'oxydant avoir un pouvoir de réduire d'autres composés. Donc on va voir que la fonction aldéhydique ou cétonique des oses, il est susceptible d'être oxydée, ok. Et bien sûr, les oses, de ce fait, sont des composés réducteurs. Hein. Donc, ils sont facilement oxydables, en réduisant d'autres composés. Et donc, on va voir en TP, on va voir ça. Ok, donc c'est le protocole classique de la liqueur de Féline, donc contenant le CU2+. Et donc, on va voir la réduction de CU2+, due à l'oxydation des sucres, okay, du glucose plus particulièrement. Alors, on passe aux sucres qui sont multiples, complexes, okay. Donc les osides. Alors les osides, on a vu qu'ils se divisent en holosides et hétérosides. Donc holoside, c'est que il ne contient, des composés qui ne contient que des sucres simples comme unité de base liés par la liaison osidique. Donc comment la liaison osidique il se forme? Donc les fonctions hydroxyle de deux oses peuvent se condenser et libérer une molécule d'eau. Ok, donc c'est ça la liaison osidique. La fonction réductrice peut être libre ou engagée dans la liaison osidique. C'est très important, on va le revoir en TP. Alors, la fonction réductrice, si il participe à la liaison, le polyholoside, on va voir le cas du disaccharide, d'un disaccharide qui est le saccharose au niveau du TP. Donc, dans ce cas, le polyholoside ne sera pas forcément réducteur. Mais si les osides, même si les osides qui le composent le sont. Donc, on va voir que le fructose et le glucose, donc, ils ont des fonctions réductrices, à savoir l'aldéhyde et l'acétone, mais s'ils entrent entre eux en interaction, ils forment le saccharose. Donc, leurs fonctions réductrices, ils vont intervenir dans la fonction osidique, ils seront occupés par la fonction osidique. Dans ce cas, on n'aura pas un pouvoir réducteur par faute de présence de cette liaison osidique. Par faute de présence de la fonction qui a le pouvoir réducteur. C'est-à-dire, bien sûr, ici on parle de donc on va revoir ça, on va revoir ça tout à l'heure quand on traitera les TP. Et donc vous allez bien saisir la différence. Ici, je prends l'exemple du saccharose qu'on vient de citer. Alors, bien sûr, on a aussi le maltose qui est dû à la liaison entre un alpha-glucopyranosyle, deux alpha-glycopyranosyles, le cellulose qu'on voit ici, donc il est composé de deux molécules de glucose, mais de type bêta, donc bêta-glycopyranosyle, donc deux fois. Le lactose, qui est dû à la liaison entre le galactose et le glucose. Donc, comme vous savez, le lactose, le sucre du lait, il vient du lait, donc on le trouve beaucoup dans le lait, donc on l'a appelé lactose.
est donc composé à partir de liaisons entre galactose et glucose. Le saccharose, comme on a vu, donc dû à la liaison du glucose avec le fructose. Comme on a cité le cas du saccharose, c'est le disaccharide qu'on va traiter dans les TP. Et comme vous voyez, il y a le terme il, hein, donc glycopyranosyl. Hein, la première partie de chaque nom, hein, du dioloside, il y a il, et l'autre partie, il y a ose. Donc il faut savoir que dans la nomenclature conventionnelle, on donne toujours au premier sucre, hein, on lui donne le suffixe il à la fin. C'est comme, si vous voulez, comme on faisait pour les substituants en préfixe, hein, le méthyl, éthyl, propyl, etc. Donc, le premier ose, hein, le premier monosaccharide, il prend le suffixe il. Le deuxième, il prend ose. Ou à la fin, si on a une grande chaîne, on parle de polyoside, d'amidon par exemple ou de glycogène. Donc on va trouver tous les sucres qui ont un il, et à la fin, c'est à la fin qu'on va terminer par ose. Ok. Donc par exemple le saccharose, donc il est impérativement, donc on a le glucose qui est au début et lié au fructose. Donc on le nomme par convention le alpha-D glucopyranosyl parce qu'il est le premier. 1, 2, donc ça donne une idée sur le lieu de la liaison, hein, pour chacun des deux composés, le carbone qui entre dans la liaison. 1, 2, bêta-D, fructofuranose. Donc c'est un alpha-D glucose avec un bêta-D fructofuranose. Bien sûr, si c'est la forme pyrane, ici pour le fructose, c'est la forme furane, comme on vient de voir. Mais il faut voir aussi que, comme vos collègues ils ont dit avant, que pour avoir des liaisons, donc ce n'est pas pour avoir des liaisons entre deux sucres, on doit parfois avoir le sucre le monosaccharide qui soit inversé, comme est le cas ici du bêta-défructofuranose. Donc pour avoir la possibilité de former la liaison osidique. Et donc comme on voit ici, le cycle dû au pont 2,5 au niveau du fructose, il donne un carbone anomérique au niveau 2. Et donc, qui va être lié par la liaison osidique. On a O ici, une élimination d'une molécule d'eau à ce niveau-là. Et avec bien sûr le carbone numéro 1, le carbone anomérique numéro 1, dû au pont oxydique 1,5 pour le glucopyranose. Et donc, finalement, le saccharose se forme, hein, par liaison osidique 1,2 entre un alpha-D-glucopyranosyl et un bêta-D-fructofuranose. Ok, donc le saccharose, comme on parle de pouvoir réducteur, donc on voit que les deux, que ce soit le glucose ou le fructose, donc les deux OH au niveau du carbone anomérique qui confère la propriété du pouvoir rotatoire au niveau de ces deux sucres, ils se trouvent au niveau de la liaison osidique lors de la formation du saccharose. Donc, le OH, je répète, le OH anomérique au niveau du carbone 1 et pour le glucose et au niveau du carbone 2 pour le fructose, ce carbone anomérique qui est responsable du pouvoir rotatoire, qui sont susceptibles d'être oxydés, on les voit ici au niveau du saccharose, ils sont inclus dans la liaison peptidique. Et donc, le saccharose, même si les deux monosaccharides, glucose et fructose, ils sont
donc, si on les prend séparément, ils ont un pouvoir, un pouvoir réducteur. Quand on les met ensemble, donc par formation de liaison 1,2 au niveau du saccharose, donc le saccharose va perdre son pouvoir rotatoire, son pouvoir réducteur, pardon. Donc, le pouvoir réducteur là, il ne peut, on ne peut le revoir que si on scinde cette liaison osidique, hein, donc que par une hydrolyse, souvent une hydrolyse acide du saccharose qui va libérer donc le glucose et le fructose, et là donc on aura le pouvoir rotatoire dû aux fonctions au niveau du carbone anomérique. Ça, donc c'est ça l'idée qu'on va voir au niveau des TP. Prof, Alors, oui. comment on peut savoir que le saccharose a perdu son pouvoir réducteur? C'est l'affaire qu'on va voir en TP, en fait. OK. Donc, normalement, le pouvoir réducteur, j'ai dit qu'on va le voir par le biais de la réaction de la liqueur de Féline. Alors, la liqueur de Féline, on va voir que donc c'est elle qui met en évidence qu'il y a un pouvoir rotatoire. C'est-à-dire, on va voir avec le CU2+, le CU2+, se trouvant dans la solution de sulfate de cuivre au niveau de la liqueur de Féline. Et donc ce CU2+, dans le cas où il y a un pouvoir rotatoire, on va voir que il va être réduit. Donc, sa réduction, il donne un précipité, OK? Et donc, avec une couleur qui est caractéristique. C'est bon? Monsieur, Et donc, dans ce cas, il y a un pouvoir rotatoire. Quand on utilise le glucose, on va donc mettre en évidence ce pouvoir. Si on travaille avec le saccharose, on va assister, donc on va avoir comme résultat qu'il n'y a pas la réduction de CE2+. Il n'y a pas la réduction de CE2+, c'est une façon indirecte de dire que il n'y a pas de pouvoir rotatoire. Désactiver au micro, s'il vous plaît. Qu'il n'y a pas de pouvoir rotatoire chez le saccharose. Oui? monsieur, comment on fait la différence entre bêta et alpha de la numération de la chaîne carbonée et bêta et alpha de la position de OH par rapport au point? Pardon? Entre alpha et bêta? Entre alpha et bêta de la numérotation de la chaîne carbonée qu'on a vu dans la chimie organique et ici bêta et alpha de la Non, position de non. OH. Ici, non. On utilise, donc, pour les sucres, on n'utilise pas des alpha et bêta pour montrer, donc pour donc les lettres grecques indicatrices de position, on les utilise pas, en même temps que les alpha et bêta ici. OK? Donc, c'est surtout pour les protéines, OK, qu'on utilise ça pour le carbone alpha, pour mettre en évidence, donc pour désigner le carbone alpha tout simplement, pour les protides, pour les acides aminés surtout. Alors Donc, là, si pour on les n'utilise pas, glucides, non. non, on n'utilise pas, donc on n'aura pas besoin de toute façon. Bon, normalement, les carbones, donc l'écriture conventionnelle des sucres, il est par 1, 2, 3, 4 avec des primes. 1 prime, 2 primes, 3 primes. Je pense que vous avez déjà vu ça. On va le revoir pour les acides nucléiques. Donc, quand on parle du ribose, par exemple, ou désoxyribose au niveau des nucléotides, donc je pense que vous avez déjà entendu dire 1 prime, 2 primes, 3 primes. Donc, on note donc on désigne la numérotation des carbones par des chiffres avec des primes. OK? Ouais. Donc, c'est pour les diholosides. Alors, pour les holosides, donc, il y a le glycogène, donc, que vous connaissez. Donc, c'est il constitue un polymère qui constitue la réserve de glucose à l'intérieur de notre corps. Comme vous voyez ici, donc, il est composé de 2 chaînes glycosidiques qui sont liées entre elles.
Et bien sûr, chaque chaîne, donc il y a une chaîne où il y a des liaisons 1,4, une autre avec liaison 1,6. Donc on ne va pas entrer dans les détails. L'essentiel, c'est de avoir en tête que le glucose il est mis en réserve sous forme de glycogène par cette donc comme on voit ici, donc avec des formes cycliques sous forme de chaise, et donc ça permet un stockage dans un volume qui est réduit au niveau de ces molécules de glycogène, donc de grandes molécules, mais qui vont occuper un petit espace. Et sont bien sûr, ces stocks se trouvent au niveau du foie et des cellules musculaires. OK? Et donc, c'est une structure, comme vous voyez ici, arborescente. C'est comme des arbres et des branches, avec une formule chimique de C6H10O5N. Donc, le N, c'est le nombre de molécules de glucose se trouvant à l'intérieur de la chaîne de glycogène. La même chose, bien sûr, pour l'amidon, pour le rhéni végétal. Alors, les hétérosides, c'est une association, comme on l'a dit, entre glucides et d'autres molécules qui sont non glucidiques. C'est des composés glucoconjugués. Alors, on trouve des lipides de membrane. Donc, dans les cellules animales ou bactériennes, on peut, ils portent des chaînes oligo ou polyosidiques qui s'appellent les glycolipides. Alors, les glycolipides se trouvant au niveau des membranes, il sert à la signalisation cellulaire au niveau de la membrane plasmique. Donc, la signalisation, c'est le passage d'informations autocrine ou paracrine, donc à l'intérieur de la même cellule ou avec les cellules adjacentes, voisines. Donc, tout ça s'appelle une signalisation cellulaire. Dans les associations avec les protéines, comme on a dit, donc il y a les glucoprotéines et les protéoglycanes. Donc, les protéoglycanes, c'est des polyosides très longs. Surtout, on les appelle les glucosaminoglycanes, les GHG. Ils sont associés à une protéine et donc ils servent à la signalisation cellulaire, surtout au niveau des tissus conjonctifs. Donc, vous allez voir tout ça donc, au niveau de l'anatomie. Donc, les tissus conjonctifs ou tissus de soutien, donc, on y trouve donc, à l'intérieur de la cellule, et il permet de faire la signalisation. Donc, il participe au cytosquelette de la cellule. On a les glycoprotéines. Et là, ces glycoprotéines, on les trouve surtout au niveau de la membrane, pas à l'intérieur. Et donc, ils sont greffés. Les protéines, ils sont greffés, sur lesquelles sont greffées des chaînes glucidiques. Et donc, ils servent aussi à la signalisation, comme on voit ici. Donc, les glycoprotéines, donc au niveau de la mosaïque fluide. Et donc, il sert à la signalisation aussi, comme le cas des glycolipides. OK? On a deux types de glycoprotéines. On a les N et les O. Donc, les N-glycoprotéines, c'est selon la liaison, donc c'est que des détails, donc les liaisons avec la fonction amide de l'acide aminé aspargine. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a la liaison entre la protéine et le glucide. Et donc, ces N-glycoprotéines, on les trouve au niveau des récepteurs membranaires et des immunoglobulines. Alors que les O-glycoprotéines, donc la liaison, il se fait au niveau de l'alcool, d'une sérine ou d'une thréonine. Donc, c'est le point d'intersection entre la glycoprotéine, entre la protéine et le glucide. Un OH d'une sérine ou d'un thréonine. Donc, s'il s'agit des glucoprotéines se trouvant sur les membranes des cellules sanguines qui définissent le système ABO. Okay? Donc, à savoir le A et le B. Donc, les O-glycoprotéines de type A
qui donne donc, le groupe sanguin A, de B qui donne le groupe sanguin B. Si on trouve les deux, c'est le groupe sanguin AB. Si on n'a rien des deux, donc c'est le groupe sanguin O. On a aussi les protéines glyquées, c'est un autre principe. C'est des produits de fixation chimique d'une unité de glucose, hein, donc au niveau au niveau des protéines. Et donc, au niveau de l'hémoglobine dans ce cas. Et donc, c'est un marqueur du diabète. Donc, l'hyperglycémie du diabète, il va favoriser la fixation donc sur les protéines plasmatiques, surtout l'hémoglobine, de molécules donc, qui sont de type de glucose, tout simplement. Et donc, c'est le cas le plus commun, le HbA1c, l'hémoglobine glyquée 1c, donc des 3 mois, donc pour lesquels vous serez amené pour chaque généraliste, parce que le suivi des diabétiques, de toute façon, il se fait d'une façon donc majoritaire chez les généralistes. Et donc, toujours serait amené à donc, prescrire des analyses biologiques d'hémoglobine glyquée, qui se met au khazan, donc donc c'est le stock des hémoglobines contenant le glucose donc, pour une période de 3 mois. Et donc, si ça dépasse 7%, c'est que donc il n'y a pas un bon donc il n'y a pas une bonne prise en charge pour ce diabétique-là. Donc, c'est que durant les 3 mois, donc les niveaux de glucose sont bien élevés par rapport à ce qu'il devait. Donc, généralement, c'est moins 6% donc dans le cas normal. Pour le diabétique, on tolère 1% de plus. Donc, il doit avoir moins de 7% d'hémoglobine qui est glyquée. Okay? Sinon, si c'est plus, hein, donc ça veut dire qu'il y a en permanence, durant les 3 mois, en moyenne, il y a une hyperglycémie qui favorise donc la fixation du glucose au niveau de l'hémoglobine, donc circulant dans le sang, et donc c'est un mauvais signe indiquant un mauvais pronostic pour le diabétique. Ok? Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va prendre une petite, une petite pause et revenir pour, comme j'ai dit au début de la séance, les gens qui viennent de nous rejoindre, pardon. Donc, pour cette deuxième séance, c'est une séance que j'ai décidé d'en profiter parce qu'il y a pas les autres profs n'ont pas demandé, et donc pour effectivement donc récupérer la séance de vendredi, donc pour laquelle vous avez dit qu'il n'y avait pas possibilité pour vous de la faire. Et donc, mais de toute façon, pour que ce ne soit pas assez lourd, donc je vais la réserver pour parler des TP et des principes. Donc, les principes, une vision générale sur les principes des réactions caractéristiques des macromolécules. Donc, on va traiter dans les TP, d'autres choses, donc le côté pratique durant les TP, les choses que vous devez préparer pour les TP. Et donc, ça sera assez léger, hein, quand même, pour ne pas vous encombrer. Donc, on va traiter les TP dans cette deuxième séance. Bien sûr, c'est la seule séance qu'on a donc, c'est que pour ce jour-là qu'on a ces deux séances donc, qui se chevauchent. Mais on va en profiter pour aller légèrement et parler des TP. OK? Donc, je vous donne 15-20 minutes, OK, de pause pour qu'on traite donc, les TP. Ça sera aussi, en fait, ça sera aussi comment dire, une sorte de révision pour vous, pour les trois, donc, les trois groupes des macromolécules, des biomolécules, à savoir les protides,
les glucides et une partie des lipides qu'on va, donc 2-3 diapos qu'on va voir, l'essentiel qu'on va utiliser dans le TP. Ça sera donc une bonne révision pour vous, surtout pour ceux qui ont déjà révisé donc ce qu'on vient de voir. OK? Donc, je vous laisse pour une pause, 15-20 minutes, on revient. À tout à l'heure.